En 2 ans, le tempo militaire bascule au nord. Les mêmes cartes, autrefois utilisées par des états-majors, doivent être réécrites quand des vols d'essai, des capteurs thermiques et des protocoles plus courts réduisent l'écart entre détection et réaction, faisant passer l'initiative des groupes armés vers une réponse nationale plus rapide, observée jusque dans des villages qui signalent plus vite et hésitant moins pendant que les capitales voisines recalculent leurs risques et que les puissances extérieures voient leur certitude se fissurer. Que signifie, pour ceux qui vivent de ces cartes, l'irruption d'Ibrahim Traoré? Et si l'ancienne théorie ne tenait plus? Cette analyse fait une promesse claire, expliquer comment une modification technique, presque invisible au départ, devient un levier stratégique capable d'affecter un espace régional entier. En moins de 10 minutes de lecture, vous saurez pourquoi ce changement compte pour la sécurité, l'économie et la stabilité autour du Burkina Faso. L'enjeu dépasse la performance militaire. Il touche à la crédibilité d'un État, à la confiance des populations et à la façon dont voisins et partenaires réévaluent leurs calculs. Car lorsqu'un pays longtemps perçu comme dépendant commence à imposer son propre rythme, chaque acteur alentour doit s'ajuster, parfois à contre-cœur. Ce texte ne cherche ni à célébrer, ni à condamner, mais à comprendre, donner et séquence à l'appui ce que signifie ce basculement sous le leadership d'Ibrahim Traoré et pourquoi il oblige à repenser des modèles que beaucoup croyaient encore valides. La première révélation tient à un chiffre longtemps sous-estimé. En moins de 24 mois, le délai moyen entre détection et réaction militaire est passé de plus de 45 minutes à parfois 12 minutes. La seconde est que cette bascule ne provient pas d'une coalition extérieure, mais d'un réagencement interne progressivement assumé sous le leadership d'Ibrahim Traoré. Pour mesurer la portée de ce changement, il faut revenir au paysage hérité. Pendant des années, les groupes armés dominaient non par la force brute, mais par la maîtrise du temps. Ils franchissaient les frontières à l'aube, disparaissaient au crépuscule et exploitaient systématiquement l'intervalle entre alerte et riposte. Le Burkina Faso était perçu comme un corridor plus que comme un espace souverain où la géographie offrait refuge et profondeur tactique. L'armée nationale, étirée et fragmentée, opérait à partir d'avant-postes espacés, dépendantes de chaînes de renseignement lentes et souvent externes. L'information arrivait trop tard, laissant villages et axes pastoraux exposés à une violence imprévisible. Les missions internationales tentaient de compenser ces failles, mais leurs priorités restaient alignées sur des agendas conçus loin du tempo quotidien des communautés locales. C'est dans cet écart structurel que s'inscrit la transformation actuelle. L'idée clé, longtemps théorisée mais rarement appliquée, était simple. Sans compression du temps, aucun contrôle durable du terrain n'est possible au Sahel. Lorsque le ciel cesse d'être un décor stratégique pour devenir une frontière active, la logique entière du champ de bataille change. Ce basculement fournit la clé de lecture centrale. La vitesse n'est plus un effet secondaire, mais le cœur du rapport de force. Les premiers signes concrets n'apparaissent pas dans des communiqués, mais sur le terrain. Dans une zone autrefois jugée impraticable, des unités locales constatent que certains itinéraires deviennent plus prévisibles. Un officier évoque une patrouille de routine durant laquelle des éleveurs, habituellement méfiants, signalent une baisse inhabituelle des passages armés près de leur pâturage. Ce détail, discret, indique déjà un déplacement du risque. Un second cas confirme la tendance. Dans un village frontalier, une cellule d'alerte communautaire transmet une observation en moins de 5 minutes, alors qu'il fallait auparavant près d'une demi-heure. Ce raccourcissement permet à une équipe mobile d'arriver avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. Pour les habitants, ce n'est pas un succès militaire abstrait, mais la preuve tangible qu'une réponse rapide devient possible. Leur comportement évolue aussitôt. Les signalements se multiplient, gagnent en précision et la coordination locale se resserre. Dans les cercles militaires, ces micro-événements sont interprétés comme les premiers effets d'un système en cours de structuration, porté politiquement par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas seulement d'un gain technique, mais d'un changement de relation entre population, renseignement et action. La rapidité commence à produire un effet de confiance, élément longtemps absent dans les zones exposées. Ces impacts précoces montrent que la transformation ne se mesure pas uniquement en opérations réussies.
Elle s'observe dans la manière dont les acteurs locaux ajustent leurs choix quotidiens. L'idée centrale est cette, tiemable. Quand la vitesse devient crédible, la sécurité cesse d'être abstraite. Au départ, l'activation est presque imperceptible. Des vols d'essai s'enchaînent sur plusieurs semaines sans annonce officielle. Les trajectoires sont répétées à basse altitude, les capteurs thermiques ajustés, les procédures nocturnes testées. Pour un observateur extérieur, rien ne distingue encore cette phase d'un simple entraînement. Pourtant, au sol, les unités ressentent un glissement net. Les demandes de reconnaissance sont traitées plus vite, les confirmations arrivent en minutes plutôt qu'en heures, et les décisions cessent d'être différées. Cette phase d'activation constitue le socle silencieux de la bascule à venir. Le point de rupture survient lors d'une première alerte majeure. Une colonne armée traverse la frontière au crépuscule, misant sur l'ancien avantage temporel. Mais la chaîne n'est plus la même. Une cellule communautaire transmet un signal. Une patrouille identifie une signature thermique. Un opérateur confirme. En 12 minutes, un appareil est en vol. En moins d'une demi-heure, la colonne se disperse avant d'atteindre sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis des années, les groupes armés perdent l'initiative qui structurait leur mode opératoire. Ce moment marque la bascule psychologique. La certitude de pouvoir agir et fuir plus vite disparaît. À partir de là, la séquence s'accélère. Les adversaires testent les failles, fragmentant leurs convois, modifient leurs horaires, saturent les itinéraires. La réponse nationale s'adapte à son tour. Les cartes sont mises à jour en continu, les anciennes routes de fuite deviennent des zones surveillées. La simple rumeur d'une présence aérienne suffit parfois à faire renoncer une cellule à un déplacement. L'économie du risque change. Chaque tentative comporte désormais un coût potentiel plus élevé. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible pour les analystes. Non pas par l'introduction d'un équipement isolé, mais par l'imposition d'une logique systémique où la vitesse gouverne la décision. La doctrine redessine la séquence classique, usure, riposte, retrait, et inverse l'ordre. Détection, compression du temps, contrainte permanente. Les groupes armés hésitent davantage, commettent des erreurs et voient leur cohésion s'éroder. Les répercussions apparaissent progressivement. Des villages frontaliers signalent moins d'incursions nocturnes. Les patrouilles retrouvent des traces plus cohérentes. Certains sanctuaires se vident ou se déplacent hors de l'espace désormais surveillé. Rien de spectaculaire, mais une érosion méthodique. Chaque attaque avortée ouvre un intervalle pour consolider le dispositif. Et, au-delà des frontières, la région commence à s'ajuster, recalculant ses propres équations de risque face à un acteur devenu imprévisible par sa rapidité. Le premier indicateur sert de ligne de base. Avant la réforme, le délai moyen entre une détection initiale et une réaction effective dépassait régulièrement 45 minutes. Cet intervalle offrait aux groupes armés une marge d'évasion presque garantie, suffisante pour franchir une frontière, se disperser et effacer leurs traces. Aujourd'hui, ce délai descend par moment à 12 minutes. La différence n'est pas marginale. Une fenêtre plus courte réduit drastiquement le nombre d'options tactiques disponibles et transforme chaque déplacement hostile en pari risqué. Autrement dit, moins de temps signifie moins de choix, donc plus d'erreurs possibles. Le deuxième indicateur concerne la couverture opérationnelle des zones sensibles. Dans le système précédent, les patrouilles aériennes ne surveillaient que environ 18% des secteurs critiques durant les heures les plus exposées, notamment à l'aube et au crépuscule. Désormais, cette couverture dépasse 40% selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. Ce saut quantitatif modifie la géographie perçue du terrain. Des espaces autrefois considérés comme des refuges deviennent des couloirs sous contrainte permanente. Autrement dit, une couverture élargie transforme des zones sûres en zones incertaines. Le troisième indicateur touche à la chaîne communautaire. Avant la transformation, le relais d'une alerte villageoise prenait en moyenne 30 minutes, le temps de vérifier, transmettre et obtenir une réponse. Aujourd'hui, ce délai tombe à 5 minutes grâce à des protocoles simplifiés et à une responsabilisation accrue des relais locaux. Ce raccourcissement change le rôle des populations, qui cessent d'être de simples témoins pour devenir des capteurs avancés du dispositif. Autrement dit, une alerte plus rapide augmente la probabilité d'interception. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Ensemble, ils dessinent une ossature cohérente. Chaque minute gagnée
augmente la pression cumulative sur les réseaux hostiles. Les analystes parlent d'un effet d'engrenage. La rapidité agit à la fois comme contrainte tactique et comme pression psychologique. Même lorsque aucun appareil n'est visible, la possibilité d'une réaction rapide modifie les décisions adverses. Dans cette architecture, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît moins dans l'affichage que dans l'intégration des données. Les images thermiques, les signalements communautaires, les observations de patrouilles et les flux satellitaires ne sont plus traités comme des fragments isolés, mais comme un continuum décisionnel. Les commandants peuvent ajuster leurs choix presque en temps réel, réduisant les angles morts et les temps morts. Les effets secondaires confirment la tendance. Les groupes armés fragmentent davantage leurs unités, évitent les rassemblements prolongés et multiplient les itinéraires. Ce comportement indique une perte de confiance dans les routines de mobilité. La menace aérienne devient une variable omniprésente, intégrée à chaque calcul, même en l'absence d'activité visible. Enfin, replacés dans l'environnement régional, ces deltas prennent une autre dimension. Les capitales voisines observent la diminution des incursions au nord du pays et perçoivent l'impact d'un nouvel équilibre. La transformation reste fragile, mais la convergence entre données mesurables et signaux de terrain suggère qu'un seuil a été franchi. La vitesse, devenue ressource stratégique, redéfinit la manière dont un État peut stabiliser un espace aussi vaste que le Sahel. Deux lectures s'affrontent depuis le début de la transformation sécuritaire. La première soutient que l'avantage aérien ne peut produire qu'un effet temporaire. Selon cette thèse, les groupes armés disposent d'une capacité d'adaptation élevée. Ils réduisent la taille de leurs unités, changent d'itinéraire, se fondent davantage dans la population et exploitent les failles logistiques. L'histoire du Sahel fournirait de nombreux exemples où une supériorité technologique initiale s'érode face à la plasticité organisationnelle. Dans cette perspective, la vitesse actuelle serait absorbée puis neutralisée, comme l'ont été d'autres innovations avant elle. La seconde thèse avance l'inverse. Elle affirme que la dynamique observée marque un tournant plus profond car elle ne repose pas sur un outil isolé, mais sur une synchronisation inédite entre renseignement, décision et action. Ici, l'efficacité ne vient pas du ciel seul, mais de la boucle réactive qui relie communauté, capteurs, opérateurs et commandement. La rapidité devient une propriété systémique. Pour ses partisans, cette cohérence transforme une fragilité chronique en résilience structurelle, capable de durer au-delà des ajustements adverses. Pour arbitrer, il faut revenir aux faits observables. Plusieurs comportements hostiles ont muté simultanément: fragmentation accélérée des convois, abandon de routes historiquement utilisées et déplacement forcé de cellules vers des zones plus éloignées du cœur opérationnel. Ces changements ne relèvent pas d'un simple ajustement tactique ponctuel. Ils indiquent un rétrécissement mesurable de la marge d'action. Un élément renforce cette lecture. La transformation s'inscrit dans une doctrine assumée, structurée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, et non dans une expérimentation dispersée. Cela ne supprime pas la capacité d'adaptation adverse, mais la contraint dans un espace plus étroit, où chaque retard coûte plus cher et chaque erreur pèse davantage. La synthèse est claire. L'adaptation existe toujours, mais pour la première fois depuis longtemps, elle s'exerce sous pression constante. La vitesse n'annule pas le cycle adverse, elle en déplace l'équilibre. Ce point marque le basculement analytique. Ce qui était perçu comme une montée en capacité devient une reconfiguration des calculs adverses. Les signaux jusque-là dispersés convergent soudainement. La baisse des incursions nocturnes, la fragmentation accélérée des groupes armés et le déplacement visible de certaines cellules hors du nord ne sont plus des effets isolés. Ensemble, ils indiquent que l'adversaire n'anticipe plus seulement les mouvements au sol, mais intègre en permanence la possibilité d'une intervention venue du ciel, même en l'absence d'activité apparente. Ce glissement est d'abord psychologique. La décision hostile ne se prend plus uniquement en fonction du terrain, mais sous la contrainte d'une incertitude permanente. Chaque rassemblement devient un risque. Chaque retard peut être fatal. Cette pression invisible modifie la hiérarchie interne des groupes armés, ralentit leur chaîne de décision et accroît les frictions entre cellules. Le simple doute sur la réactivité nationale suffit parfois à dissuader une opération.
Pour les observateurs régionaux, cette dynamique change la lecture stratégique. Le Burkina Faso n'agit plus seulement sur son propre territoire. Il influence les anticipations de ses voisins, qui ajustent leurs dispositifs pour éviter d'être pris dans une séquence incontrôlée. C'est ici que la doctrine portée par Ibrahim Traoré apparaît pleinement, non comme une démonstration de force, mais comme un outil de modification des comportements au-delà même des frontières nationales. La révélation médiane est donc la suivante. Lorsque la vitesse devient crédible, elle cesse d'être un avantage tactique et s'impose comme une contrainte stratégique partagée. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La compression des délais de réaction, parfois réduits à 12 minutes, modifie la manière dont les ressources sont allouées. Moins de forces sont absorbées par l'urgence permanente, davantage peuvent être orientées vers la consolidation territoriale. Les centres de commandement, autrefois dépendants de relais extérieurs, gagnent en autonomie décisionnelle. Cette capacité à agir vite renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire et modifie la perception de l'autorité publique dans les zones longtemps considérées comme périphériques. Sur le plan économique, les effets sont indirects mais structurants. La diminution des incursions dans plusieurs zones du Nord réduit les ruptures sur les axes commerciaux et les couloirs pastoraux. Des transporteurs évoquent une baisse des interruptions forcées et une meilleure prévisibilité des trajets. Cette évolution reste fragile, mais elle rouvre des circuits gelés depuis des années. Certaines petites entreprises locales recommencent à envisager des échanges réguliers, non pas parce que le risque a disparu, mais parce qu'il devient plus lisible et plus anticipable. Pour les populations, l'impact est d'abord psychologique. Dans des villages exposés, le simple fait de savoir qu'une réponse rapide est possible change les comportements. Les signalements augmentent, les déplacements nocturnes diminuent et la coopération avec les unités locales s'intensifie. Le sentiment d'abandon recule progressivement. Cette évolution illustre un effet central de la doctrine mise en place sous Ibrahim Traoré. La vitesse devient un outil de réassurance collective, même lorsqu'aucune intervention n'a lieu. La sécurité se mesure alors en minutes gagnées sur la peur. À l'échelle régionale, les répercussions sont immédiates. Les capitales voisines ajustent leur modèle de risque face à un acteur devenu capable d'influencer les équilibres frontaliers. Le Mali et le Niger, engagés dans leur propre recomposition sécuritaire, perçoivent l'intérêt d'un voisin plus réactif dans la gestion des corridors transfrontaliers. Dans le même temps, certains acteurs extérieurs réévaluent leur marge d'intervention, conscients qu'une action mal calibrée pourrait déclencher une séquence difficile à contenir. Pris ensemble, ces 4 niveaux montrent que la transformation dépasse le cadre militaire. Elle affecte les institutions, les flux économiques, les comportements civils et les calculs géopolitiques. Elle confirme qu'un pays capable de maîtriser le tempo modifie inévitablement la carte du pouvoir autour de lui. Dans le scénario de base, le plus plausible, la dynamique actuelle se stabilise. Les délais de réaction restent comprimés, même si les capacités aériennes sont sollicitées près de leurs limites techniques. Les groupes armés continuent de s'adapter, mais sans retrouver l'initiative temporelle qui leur permettait auparavant de structurer leurs actions. Les États voisins maintiennent une posture prudente, ajustant leurs dispositifs sans entrer dans une logique d'escalade. Cet équilibre demeure fragile, mais il installe une forme de prévisibilité nouvelle, où la réactivité nationale continue de contenir la menace sans l'éradiquer totalement. Dans un scénario optimiste, la transformation gagne en profondeur. Une amélioration logistique permet de maintenir les appareils en opération de manière plus régulière, tandis que l'intégration des sources de renseignement progresse. Les communautés locales, encouragées par la confiance acquise, renforcent leur rôle dans les chaînes d'alerte. Les mouvements hostiles diminuent de façon mesurable sur certains corridors. Dans ce contexte, une coopération régionale plus structurée pourrait émerger, donnant naissance à un espace sécuritaire sahélien capable de gérer une majorité d'incidents sans dépendance excessive à des partenaires extérieurs. Le scénario pessimiste repose sur une surcharge du système. Les cycles de maintenance s'allongent, les contraintes humaines s'accumulent et certaines capacités passent plus de temps au sol qu'en mission. Les groupes armés exploitent ces intervalles pour reprendre l'initiative dans des zones ciblées. Parallèlement, une pression géopolitique accrue pourrait alimenter des malentendus régionaux et déclencher une compétition discrète mais persistante.
Pour lire correctement les mois à venir, une recommandation analytique s'impose. Considérez la vitesse non comme un avantage ponctuel, mais comme une ressource stratégique, dont la préservation dépend autant de la doctrine que de la logistique. Pour ceux qui vivent au plus près des zones exposées, la transformation se lit dans des signaux discrets mais concrets. Des routes autrefois évitées sont parfois réempruntées de jour. Les marchés reprennent à intervalles plus réguliers. Les habitants n'évoquent pas une sécurité retrouvée, mais une réduction de l'imprévisible. Cette nuance est essentielle. Elle traduit un passage de la peur diffuse à un risque mieux circonscrit, donc plus gérable. Dans cet espace, la rapidité devient une forme de protection indirecte, parce qu'elle rend l'action hostile moins certaine. Du côté des acteurs économiques et locaux, le changement se mesure en flux. Transporteurs, commerçants et petites entreprises résonnent en termes de délai et de rupture. Moins d'interruptions signifie une logistique plus lisible. Les coûts liés aux détours, aux attentes forcées et aux pertes imprévues diminuent. Cela ne déclenche pas une vague d'investissement, mais permet des décisions prudentes. Réactiver un itinéraire, stocker davantage, honorer des engagements auparavant trop risqués. La stabilité, ici, n'est pas l'absence de menaces, mais la capacité à anticiper ces variations. Pour les observateurs extérieurs, diplomates et analystes, la lecture est différente. Ils voient dans cette dynamique une modification des paramètres sahéliens. Le Burkina Faso impose désormais un rythme que peu avaient anticipé. Certains y perçoivent une opportunité de recomposition régionale, d'autres un facteur potentiel de friction. Mais tous reconnaissent que les anciennes grilles d'analyse centrées sur l'inertie et la dépendance ne suffisent plus à expliquer les comportements observés. Ces trois regards convergent vers une même réalité. La transformation n'est pas spectaculaire, mais cumulative. Elle agit sur les gestes quotidiens, sur les calculs économiques et sur les interprétations géopolitiques. Elle rappelle surtout que la sécurité, lorsqu'elle devient plus rapide, se manifeste d'abord dans la vie ordinaire avant d'apparaître dans les rapports stratégiques. Pour que la transformation s'inscrive dans la durée, une feuille de route claire s'impose. La première étape concerne la stabilisation logistique. Les capacités aériennes exigent des cycles d'entretien rigoureux, un accès constant aux pièces critiques et des équipes techniques formées. Sans cette base, la compression du temps risque de s'éroder au moment le plus sensible. La deuxième étape vise l'unification complète des flux de renseignements. Les données communautaires, les images thermiques, les observations de patrouilles et les apports satellitaires doivent converger dans une interface unique avec des protocoles standardisés. Cette intégration réduit les angles morts et accélère la décision à tous les niveaux. Troisièmement, la formation des unités locales doit être étendue. Chaque échelon, du relais villageois au commandement intermédiaire, doit maîtriser les procédures d'alerte, de marquage et de coordination. L'objectif est l'autonomie fonctionnelle, y compris lorsque certaines capacités aériennes sont temporairement indisponibles. Quatrième étape, la coordination régionale. Sans alignement avec les pays voisins, les corridors hostiles se déplacent au lieu de disparaître. Des mécanismes de partage d'alerte et de synchronisation limiteraient ces zones grises et réduiraient les risques d'interprétation erronée. Enfin, un dispositif d'évaluation continue est indispensable. Un suivi trimestriel des délais de réaction, des mouvements frontaliers et des signalements communautaires permettent d'ajuster la doctrine en temps réel. C'est dans cette capacité d'apprentissage permanent que réside la durabilité du système impulsé sous Ibrahim Traoré. Cette feuille de route ne promet pas une victoire rapide, elle vise la consolidation d'un avantage temporel, condition nécessaire pour transformer un moment politique en structure durable. Le retour au terrain éclaire la portée humaine de la transformation. Les villages qui servaient de premiers capteurs d'alerte, les patrouilles parcourant des corridors poussiéreux, les éleveurs observant des mouvements lointains composent désormais un paysage légèrement différent. Rien de spectaculaire encore, mais une respiration nouvelle apparaît, faite de gestes prudents redevenus possibles et de décisions moins dictées par l'urgence. Cette évolution rappelle ce que beaucoup avaient sous-estimé, la capacité d'un État à reconfigurer sa relation au danger lorsqu'il contrôle enfin le tempo. Les hélicoptères n'étaient qu'un signal.
Le changement réel réside dans la cohérence d'un système capable de tenir dans la durée, malgré les contraintes et les ajustements adverses. Cette cohérence, pensée et assumée sous Ibrahim Traoré, relie vitesse, confiance et continuité. Elle transforme une série d'initiatives techniques en une dynamique partagée, perceptible au quotidien par ceux qui n'apparaissent jamais dans les rapports officiels. Une idée s'impose alors, simple et tenace. La sécurité n'est pas un état figé, mais un mouvement. Quand le rythme tient, l'espoir s'installe. Dans un Sahel où les frontières semblent parfois se dissoudre dans la poussière, chaque ajustement de rythme prend une dimension collective. La transformation observée au Burkina Faso ne se lit pas seulement dans des cartes ou des bilans sécuritaires. Elle apparaît dans des itinéraires rouverts, des alertes transmises plus vite, des décisions prises avec un horizon légèrement élargi. Ce sont ces signaux modestes qui donnent chair aux recompositions stratégiques souvent décrites de loin. Suivre cette évolution, c'est accepter une lecture nuancée. Ni récit triomphal, ni échec annoncé. Plutôt une expérience en cours, fragile, dépendante de choix humains, logistiques et politiques. Elle interroge aussi la manière dont les sociétés sahéliennes peuvent reprendre prise sur leur propre tempo, sans attendre que des modèles extérieurs dictent la cadence. Cette analyse restera ouverte. Les prochains mois diront si l'avantage temporel se consolide, s'érode ou se transforme. Vos lectures, vos questions et vos points de vue participent à cet échange nécessaire pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les mots sécurité et stabilité. Comment interprétez-vous, vous, cette recomposition du rythme au Sahel ?